Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode de Don Jase-là, l'émission où chaque semaine on démystifie un nouveau sujet pour vous. Ici Clarence à l'animation cette semaine. Et comme à l'habitude, je suis avec Marc-André. Salut Marc-André. Salut Clarence, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Ben oui. Et cette semaine, à nouveau, on accueille Antoine Thibault-Lepage. Salut Antoine. Salut, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Ça va super bien, merci. Tu étais venu nous présenter la semaine dernière Leap, la compagnie à laquelle tu participes, qui fait du café infusé à froid, qu'on a à nouveau sur la table cette semaine. J'avais vraiment beaucoup apprécié le Chaganilla la semaine dernière. Ben, je l'apprécie encore tout autant cette semaine parce que j'en ai une autre bouteille devant moi. Marc-André, Oui. est-ce qu'on aime nos travails? Oh, ça c'est une grosse question. Est-ce qu'on aime travailler? Depuis la nuit des temps, Clarence, je pense que l'être humain se pose cette question. 10 points pour ton sujet amené. Tu viens nous parler cette semaine du travail en général et d'un phénomène très alarmant sur le domaine du travail. Oui, c'est un phénomène qui est surtout américain, mais qui commence à prendre place un petit peu aussi ici au Québec. Puis c'est vraiment fait une culture du travail. C'est comment on va voir et valoriser le travail et soi-même à travers le travail. En anglais, on appelle ça la hustle culture. Hustle, c'est un terme qui est dur un peu à traduire en français sans qu'il perde de son sens, mais c'est un peu le côté bagarreur. Il y a une référence aussi à la prostitution dans ce terme-là. Puis au côté, dans le fond, de jamais arrêter, de toujours continuer à travailler dans ce cas-ci. Mais hustle, il y a aussi le côté un peu crosseur, pour utiliser un beau terme vernaculaire. Puis dans le fond, c'est de rendre l'ambition comme un style de vie. Donc, ce qui est dans le fait de faire du travail pour que ça soit pas seulement un moyen pour atteindre une fin, mais le moyen et la fin en soi. Le travail devient la fin en soi. Exactement. Okay. Donc en fait, c'est que on va pas la personne dans cette culture-là ne va pas seulement aimer son travail, elle va l'adorer. Et tout, dans le fond, tout va venir qu'à se centrer là-dessus. Toutes ces activités vont venir qu'à avoir un lien à l'idée de faire avancer son travail et surtout, le mot-clé, d'être productif. C'est ça qui semble vraiment surgir de ton discours, c'est que là, on est dans un mode de vie où la productivité est reine. Exactement. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on va promouvoir puis glorifier la productivité. Et aussi, c'est que les personnes dans cette culture-là vont en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont tout le temps s'identifier par rapport à leur travail, puis ça va être un point, en fait, de fusionner leur identité en ligne, puis même personnelle dans leur vie de tous les jours, à celle de leur employeur. Est-ce que tu dirais que ce phénomène-là est apparu avec les réseaux sociaux ou c'est quelque chose qui existait déjà avant? C'est une bonne question quant à l'origine, vraiment, où ça a commencé, mais c'est sûr que, de un, ça touche surtout les milléniaux, donc notre groupe d'âge à nous. Puis justement, le lien avec les réseaux sociaux est clair, parce qu'en fait, ça aide surtout à propager cette idée-là, de cette culture-là, tu sais. Dans le fond, c'est un peu je pense que tout le monde est un peu familier avec l'idée de workaholisme, donc un beau valise de travail et d'alcoolisme. Donc, c'est qui était déjà existant, qui est pas nécessairement reconnu comme une maladie, mais qui est un problème psychologique réel. Ben là, c'est quasiment de faire une culture autour de ça. Puis justement, c'est ça, il y a des valeurs qui vont se développer autour de cette culture-là. Donc, on parlait justement de travail puis de la productivité, ben ça devient des valeurs. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, je vais venir un petit peu en arrière, c'est que cette culture-là est surtout présente dans le milieu technologique. Les grosses compagnies à la Apple, les Google, ça a vraiment aidé à faire ça avec l'idée de travail 60, 80, même 100 heures semaine, parce qu'il faut livrer un produit puis tu vas changer le monde. Puis c'est une logique comptable qui est derrière ça, derrière cette productivité-là. 70, 80, 100 heures pour livrer un résultat vraiment exceptionnel. Ouais, l'idée c'est ça, puis on va y revenir un peu plus tard. Il y a des très gros bémols à faire là-dessus sur à quel point c'est vraiment productif de faire ça, à quel point ça ajoute vraiment une valeur. Mais donc ça commence principalement dans le milieu technologique. Ouais, puis là ça commence à se transmettre ailleurs aussi, dans pas mal tous les milieux de travail en fait, mais l'origine vient surtout de là. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va pas travailler pour atteindre un but, mais juste pour travailler, comme je le mentionnais précédemment. Donc, ce qu'on va chercher aussi, c'est à travailler pour une compagnie
qui offre une manière d'optimiser sa journée pour toujours travailler plus. Et c'est drôle que tu dises ça parce que ce que tu disais, en fait, ça me fait beaucoup penser à un vieux documentaire qui n'est pas si vieux, mais que j'ai vu il y a quelques années, qui s'appelle L'Empire Samsung. OK. Qui parlait justement de la compagnie Samsung en Corée du Nord, où ils vont... Corée du Sud. En Corée du Sud, ouais. En Corée du Sud, puis où ils expliquent à quel point ils vont tout faire pour garder leurs employés chez eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les entreprises que tu as nommées tout à l'heure, par exemple, comme chez Google, chez Apple, mais qu'on voit arriver de plus en plus ici. Et souvent, on le voit d'un bon œil, par exemple, qui va avoir un petit bar, qu'on va donner de la bouffe aux employés, ou on va bien traiter nos employés. Ça c'est... Je veux dire, on peut pas être contre la vertu, c'est vraiment le fun, mais derrière ça, il y a quand même toujours l'espèce d'idée cachée de tu vas être tellement bien au travail que tu vas avoir envie de rester au travail. Exactement. Puis là, il y a un effet pervers qui vient avec ça. Exactement. Quand tu vas dans l'extrême. Et dans ce documentaire-là sur l'Empire Samsung, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'ils vont même leur donner des activités. Et ils vont leur donner des activités pour que quand le travail va terminer, ils vont rester avec leurs collègues de travail pour aller faire de la cuisine, pour aller faire ci, ça, et pour toujours être dans cet environnement-là et encore plus souder les liens. Mais rendu à un certain point, comme je disais, on peut pas être contre la vertu, mais est-ce qu'en soudant ces liens-là aussi fortement que ça, on n'est pas en train de détruire le reste de la vie privée des individus? Exactement. Puis justement, ce qu'on voit chez les personnes qui font partie de cette culture-là, qui sont atteints par ça, je dirais même, c'est que leur socialisation va passer seulement par du networking, par exemple. Donc, des rencontres pour faire des liens, créer des liens pour le travail, pour que ce soit des futurs emplois ou juste pour renforcer le travail qu'ils font déjà. Les lectures qu'ils vont faire vont être orientées seulement sur le travail. Donc, dans le fond, ces personnes-là vont ne rien faire qui n'offre pas un retour sur investissement. Donc, il y a aussi là-dedans une espèce de forme de capitalisme extrême, tu sais, à un autre niveau, dans un niveau tellement personnel, puis un peu même déshumanisant. C'est capitaliser sur la déliquescence du tissu social et sur la destruction du loisir. Depuis quelque temps, on présente la procrastination comme étant une activité qui relève quasiment de l'éthique du care. Là, ce que tu nous présentes là, c'est l'exact opposé. Oui, exactement. Puis en fait, ça, je parlais des valeurs reliées à ça tantôt, puis ça va même plus loin que ça. Certains comparent ça à une spiritualité. Puis quand je mentionnais justement que ça vient des compagnies, surtout technologiques, qui sont basées dans la Silicon Valley, à San Francisco, ben c'est un des endroits où chez les milléniaux, il y a une moins grande fréquentation en fait, il y a une moins grande participation dans des religions organisées, qui veulent pas, sont un chemin vers une spiritualité. Donc il y aurait peut-être un lien à faire entre cette perte de spiritualité-là qui passait par la religion, à que là, en fait, c'est que le travail va devenir une forme de spiritualité, de l'idée justement de toujours travailler et travailler. Nos valeurs vont être centrées là-dessus. Justement. C'est une sacralisation. Ouais, exactement. C'est un peu l'aboutissement, en fait, de l'idéologie... on parle de capitalisme, mais l'idéologie capitaliste au sens où on est rendu des moi Inc. C'est ça, c'était un sujet qui était bien à la mode il y a quelques années. J'ai l'impression qu'on entend un petit peu moins parler de ce temps-ci. Mais c'est, comme tu dis, c'est une sacralisation un peu du travail. C'est l'individu devient le travail, l'individu devient son outil de travail. Et ça, on le voit non seulement dans des entreprises comme la technologie, mais aussi ça se répand ailleurs. Mais on le voit aussi, par exemple, si on se promène sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où tout le monde veut show off, si on veut, et où même des gens en font une profession. Quand on est rendu qu'on parle qu'il y a des influenceurs dans la société qui font leur argent uniquement en faisant des vidéos et en présentant leurs trucs, en fait, leur outil de travail, c'est eux. Et leur vie est rendue leur travail. Et de montrer leur vie, c'est leur travail, leur revenu. Donc, c'est une forme de capitalisation de l'existence individuelle. Exactement. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, ça, cette culture-là fait la promotion et la glorification du gain personnel. Mais ce qui est intéressant là-dedans, puis l'espèce de paradoxe, c'est en termes de revenus, l'argent que ces gens-là vont faire à travailler du 80 heures semaine, il va avoir un certain gain, mais la part du lion va aller où? Elle va aller en haut de l'échelle. Au patronat. Au patronat, aux actionnaires des compagnies. Parce que c'est souvent justement dans les plus grosses compagnies qu'il y a ça. Puis ben, ça fait quelques décennies déjà que la croissance des salaires a stagné aux États-Unis, puis ici aussi, tu sais. Fait qu'il y a quand même un certain paradoxe là-dedans de... On fait ça par gain personnel pour moi, mais le gain, il est minime, tu sais. Cette culture de l'ambition comme mode de vie,
est-ce qu'elle est promue principalement par le patronat ou par les travailleurs eux-mêmes? Ou les deux? Un peu des deux, puis c'est ça qui est intéressant, c'est il y a le côté justement de on va chercher à tout le temps en parler de comment à quel point on adore notre job, puis il y a des hashtags comme Thanks God it's Monday, merci c'est lundi, je suis donc content de rentrer à la job. J'aime quand même ma job, mais je serais pas aussi content que ça de rentrer un lundi. Je l'aime ma fin de semaine. Mais c'est ça, donc il faut avoir justement cette promotion-là de soi, puis de cette façon-là de vivre, de toujours être productif. Qui va être faite par les employés, mais c'est aussi justement c'est aussi promu par ceux en haut de l'échelle. Les gestionnaires, les financiers, les propriétaires d'entreprises vont en parler justement sur les réseaux sociaux. Puis Elon Musk, qu'on a mentionné à quelques reprises à l'émission, qui est un incontournable, SpaceX, Tesla, tout ça, ben il avait fait un tweet au mois de novembre où il disait vous pouvez travailler 40 heures semaine. Mais il n'y a jamais personne qui a changé le monde en travaillant 40 heures semaine. C'est avec du 80 heures puis du 100 heures semaine que tu changes vraiment de quoi. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, je veux dire, Charles Darwin travaillait 4 heures par jour. Je pense qu'il a changé le monde. Benjamin Franklin, il arrêtait sa journée après 8 heures de travail, ce qui est pas mal la norme justement ici aussi. Tu sais. Même Jean-Jacques Rousseau avait une espèce d'éthique personnelle de la gestion de son temps et il est encore aujourd'hui l'un des plus grands philosophes français de l'histoire de la philosophie occidentale. Tu sais, on parle beaucoup de Musk, c'est quand même un personnage assez intéressant qui pousse pour des innovations puis tout ça. Très haut en couleur. Très haut en couleur, mais il n'a pas encore changé le monde. Je veux dire, oui, Tesla, c'est la première grosse compagnie de voitures électriques. Ben, le premier gros enchaîne de recherche, c'était pas Google, c'était Atla Vista. Qui se souvient d'Atla Vista? Moi. Ouais, toi t'es l'exception. Mais tu sais, SpaceX, c'est comme, oui, c'est intéressant ce qu'ils font, mais tant qu'ils. Tu sais, ça se peut très bien qu'à un moment donné soit éclipsé. Fait que c'est même pas vrai que Musk va nécessairement passer à l'histoire. Il est très populaire en ce moment, il est très connu. Mais est-ce qu'il va vraiment transformer ça pour que dans 100 ans on se souvienne encore c'est qui Elon Musk? Pas nécessairement. T'sais. Puis tu prends cet exemple-là d'Elon Musk, je peux pas m'empêcher de penser, de poser la question, est-ce qu'il n'incarne pas lui-même l'archétype de cette culture-là? Parce que l'une des raisons pour lesquelles on sait que ce personnage-là, il est haut en couleur, c'est parce qu'il se montre. Il est complètement dans la performance, dans les réseaux sociaux, dans ces entreprises toutes plus folles les unes que les autres. C'est pas lui qui avait comme lancé sa voiture dans l'espace, dans une capsule. Qui fait ça? Nous, on se pensait originaux avec le fondateur du Cirque du Soleil qui voulait aller dans l'espace avec son aile rouge. Donc, on lui a envoyé son char. Mais c'est ça, ce qui est intéressant justement, c'est une bonne partie de la promotion parle justement de ces personnes-là au top de la hiérarchie. Je rappelle qu'Elon Musk vaut un peu plus qu'une vingtaine de milliards de dollars US. Là. Mais c'est qui au final qui paye par ça? C'est surtout les milléniaux de notre génération. Puis dans le cas américain, on parle de monde qui ont en général à peu près pas de sécurité d'emploi, qui ont des dettes d'études incroyables. On parle en moyenne 40 000 $ de dettes pour un bac. On rajoute ça à des centaines de milliers si tu fais une maîtrise ou un MBA ou des trucs comme ça. Puis du monde qui sont juste anxieux par rapport à leur futur pour les raisons que je viens de nommer, mais aussi pour, on en parle souvent à l'émission, la crise environnementale qui s'en vient. Crise économique. Crise économique qui va arriver à un moment donné, qui arrive toujours. Mais là, c'est ça, t'as des milliardaires qui font des tweets comme ça, puis qui servent de modèle pour ben du monde, veut pas, tu sais. Puis c'est l'idée de « Ah, mais c'est peut-être moi le prochain. » Fait que si je travaille fort comme ça, comme eux autres le font, je vais y arriver. Puis il y a quelque chose qui montre à quel point le système est brisé, mais qu'eux se disent « Mais le système, moi je vais gagner dans ce système-là. » C'est l'espèce de renforcement positif, quoi. Exactement. C'est la carotte et le bâton. On voit les gens avec beaucoup d'argent réussir et dire ça, et on se dit, si on fait la même chose, on va avoir beaucoup d'argent, puis on va réussir nous aussi. Puis justement, c'est ça, une des causes, ça va être ça, c'est de se faire dire, si tu étudies, tu vas avoir une bonne job. Si tu travailles fort, si tu aimes ce que tu fais, tu vas pas avoir l'impression de travailler. Fait que là, vu que dans cette culture-là, c'est tout le temps bien de dire que tu adores ta job, tu veux pas aller nécessairement à l'encontre de ça. Donc, tu vas faire ton 80 heures en te disant, je dois aimer ça, j'aime mon travail. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment, ton travail? Il y a toute cette question-là aussi. Fait
il y a tout justement ces trucs-là qu'on se fait dire depuis qu'on est jeune, mais qui viennent prendre, qui viennent atteindre un niveau inégalé, qui deviennent une culture. Je trouve ça intéressant que tu rappelles cette métaphore de la bonne job, parce que oui, c'est vrai que vivant dans une société capitaliste comme la nôtre, on a été habitué dès notre plus jeune âge à valoriser, oui, le parcours professionnel, les études. On a présenté ça comme un projet d'émancipation personnelle avec raison, je crois. Ce qu'on oublie de dire, c'est que, par contre, les bonnes jobs d'il y a 20, 30 ans, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. Absolument pas. La philosophie du travail est totalement... Elle fluctue comme le monde dans lequel on vit. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on décrit une bonne job? En fait, moi, c'est la question que je me pose aussi parce qu'à un certain niveau, c'est un petit peu individuel. J'ai l'impression que c'est parce qu'une personne X pourrait caractériser une bonne job d'une job payante qui va lui permettre d'avoir l'argent nécessaire pour vivre sa vie à côté. Mm-hmm. Ou du moins, avant, je pense que c'était beaucoup plus vu comme ça. Le travail, c'était peut-être plus utilitaire au final. Mm-hmm. Tandis que pour d'autres personnes, justement, ça va peut-être être plus ce caractère d'émancipation-là à travers le travail parce que pour certaines personnes, ils ont envie de se sentir valorisés dans leur travail. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser qu'est-ce qu'une bonne job aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut comprendre l'effort mis par les gens à travers leur travail? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se décline en de plusieurs façons. Tu sais. Ben, surtout considérant que la bonne job, elle ne dépend pas uniquement de la job elle-même. Et je me permets de faire un parallèle avec Leap. Ta position chez Leap, moi personnellement, je qualifierais ça comme une bonne job. Pourquoi? Pas nécessairement parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent, mais parce qu'elle témoigne d'un souci éthique très très fort. Donc, la nuance, elle est là aussi, je pense. En même temps, j'imagine que ça doit dépendre de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des valeurs personnelles, ça dépend de la position que l'individu a dans la machine. Tu sais, c'est ça, là, tu parles, par exemple, de l'entreprise libre. Ben, c'est le fun parce que, disons, ça va être horizontal, donc on a tous notre rôle à jouer, donc on se sent important à l'intérieur de ça. Dans d'autres types d'entreprises, c'est très, très, très différent. L'horizontalité, c'est pas quelque chose qui est super présente. Fait que je pense que là où ça devient particulièrement troublant, la question du workaholisme et des gens qui vont travailler 80-90 heures semaine, en fait, c'est quand ils sont pris dans un système ultra hiérarchique où ils n'ont pas nécessairement de pouvoir, mais où ils vont rester parce qu'ils ont un sentiment de devoir, peut-être, face à leur entreprise. Et c'est quoi, en fait, la portée que l'entreprise a sur la vie individuelle des gens, au final? Puis c'est ça, puis on vient un peu à quand je parlais des valeurs tout à l'heure, c'est que l'employé qui est pris dans cette culture-là, c'est qu'il vient internaliser l'idée de travailler constamment. Parce que, justement, si la valeur, c'est le travail et la productivité, ça vient à l'intérieur. Donc, il faut toujours que tu sois productif. Mais ça va amener un sentiment de culpabilité le moment que tu fais quelque chose qui ne serait pas considéré comme étant productif. Donc, dès qu'on fait d'autres choses, puis éventuellement, ça peut mener à des burn-out. Puis il y a certains auteurs, justement, qui commencent à nous appeler notre génération, la génération burn-out. C'est quand même... C'est un phénomène franchement inquiétant aussi. Puis, ça peut avoir d'autres impacts aussi, même en termes professionnels. Le fait de s'attacher à une entreprise, puis de l'adorer, puis de fusionner son identité à ça, ben ça fait qu'on peut rester dans des emplois par nécessité ou par principe, peu importe les conditions. Donc, à moyen et long terme, ce que ça fait, c'est qu'on se ramasse à être sous-payé pour une job, pour nos qualifications qu'on a, puis on se ramasse aussi à peut-être pas avoir accès à des bénéfices qu'on aurait pu avoir ailleurs, ou en montant dans une hiérarchie, ou en juste voulant faire d'autres choses. Fait que même, ça peut mener justement à ce qu'on n'ait même pas... Ce que tu penses, le gain personnel que tu penses que tu vas faire, tu le feras même pas, puis tu vas stagner dans ce que tu fais. Ben, pour faire un lien avec ce que tu dis, et Antoine, tantôt tu as parlé de Samsung, si je vous dis So-One, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. So-One, c'est une petite ville qui se trouve à 45 km au sud de Séoul.
et elle est fréquemment surnommée la Samsung City. Suwon, c'est une ville de 40 000 habitants. Pour vous donner une petite échelle, là, c'est à peine plus petit que Saint-Eustache, 40 000 habitants. Et tous les employés, beau lapsus, j'ai dit employés, je voulais dire habitants. Tous les habitants de Suwon, sans exception, travaillent pour Samsung. C'est parce que tout dans la ville a été construit, pensé et déployé pour que les habitants puissent vivre selon l'éthique de vie et les infrastructures imposées par Samsung. Là, on a un exemple extrême d'une prise en charge, j'oserais dire, impérialiste sur le mode de vie et le quotidien des gens. Et c'est pas anodin que ça vienne de Samsung. Et ça prend un aspect horrifiant lorsque on considère que en 2010, Samsung représentait 10% du PIB sud-coréen et incarnait 30% des exportations du pays. C'est énorme. Ahurissant. Surtout pour un pays aussi fort sur la scène économique. Ouais, c'est ça. C'est quoi, 11e? La 11e ou la 10e économie. Ça dépassait le Canada cette année ou l'an prochain, tu sais. Okay. Comme 9e ou 10e économie mondiale, je me souviens plus des chiffres exacts, mais tu sais ça, c'est pas un petit pays, là, c'est pas une petite crotte dans l'océan, là. C'est énorme comme économie. Puis un autre exemple d'entreprise qui va reprendre un peu ce schéma-là, puis d'une façon différente, mais qui va valoriser cette culture-là, c'est une entreprise qui s'appelle WeWork. Okay. Je vois Antoine qui hoche la tête, je pense qu'on a entendu parler, en fait, qui a entre autres des bureaux à Montréal et qui offre un espace de travail pour travailler. Donc, si jamais tu es un freelance, donc tu n'es pas nécessairement attaché à une compagnie spécifique, ou ça peut même, il y a des bureaux de compagnie qui vont se loger aussi dans WeWork. C'est des espaces qu'on dit de coworking? Oui, c'est ça. Okay. Donc, dans le fond, c'est un peu ce qu'on voit dans les films et dans les séries télé, qu'il y a des coussins à terre, puis tout le monde essaie avec des laptops, puis tout ça, là. Puis que ça a l'air que c'est bien le fun, mais personnellement, je détesterais travailler là, je pense. Ben, c'est le genre de place, justement, qui va avoir les slogans de « Thank God it's Monday » ou de « Arrête pas de travailler parce que t'es fatigué, arrête parce que t'as terminé ». Je veux dire, c'est le genre de slogans qui mènent directement à des burn-out et des trucs du genre dont on parlait tantôt. Ben, WeWork commence aussi à avoir des appartements qui s'appellent We Live pour le monde qui ont un style de vie qui est compatible avec ça. Ils ont des gyms, ils ont des écoles. Donc, ils viennent populariser cette culture-là de toujours être productif, toujours travailler. WeWork vaut aujourd'hui 47 milliards de dollars US. Mais c'est particulier parce que tantôt, Clarence, tu as dit le mot impérialisme. Puis c'est un petit peu ça, en fait, parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus qui essaient de prendre le relais de l'État, si on veut. Puis ça, c'est un petit peu dans l'ordre du temps, parce qu'on est dans une époque qui est caractérisée par un fort néolibéralisme, où l'entreprise privée doit prendre le plus de place possible, mais on se ramasse dans une situation où, justement, ces entreprises-là vont carry on ta vie, tu sais. Ouais. De la même façon que l'État, aujourd'hui, indirectement ou directement, va nous inculquer notre culture, va nous donner nos infrastructures, va nous permettre d'avoir une job. Mais là, c'est l'entreprise aussi qui te donne la job. Mais va nous donner une éducation, etc. Là, on peut avoir une éducation différente à travers les étapes qu'on prend, par exemple, peu importe l'entreprise, tu sais, mais on a aussi tous nos loisirs qui s'accompagnent de ça. Alors que, mettons, autrefois, on allait aller voir plusieurs commerçants pour différents trucs. Mettons, on va aller au cinéma, on va aller dans un cinéma. Mettons, on veut aller... tu sais, des fois, c'est même pas avec des commerçants, mais on va aller jouer au hockey. Ben, il y a une patinoire qui a été faite par la municipalité quelque part ou qui est accessible à tout le monde. Ben maintenant, c'est les entreprises qui vont aller proposer ça plutôt que d'être l'État ou la structure municipale ou qui, elle, émane d'une démocratie. Là, on émane d'une espèce
d'entreprise qui au final a le dernier mot, qui au final, sans nécessairement avoir les caractéristiques est un petit peu autoritaire à sa manière. C'est ça. Oui. Bon, on a eu l'exemple avec Samsung, mais tu sais, rajoute Google qui a des médecins, tu sais. Non, mais littéralement, puis c'est là que ça devient vraiment préoccupant. C'est jusqu'à quel point, en fait, on laisse l'entreprise privée prendre la place dans nos vies et aussi dans nos pays. Exactement. Ben, pour revenir à la métaphore religieuse tantôt, c'est non seulement une prise en charge, un encadrement, mais c'est le développement d'une foi aussi. Une foi dans l'entreprise, mais surtout une foi en soi-même dans le cadre de l'entreprise. Ouais. L'ambition, dans ce contexte-là, ce ne serait rien de plus que le nouveau nom de cette foi qui est terriblement pernicieuse. Ouais, puis moi, en termes politiques, ce que je vois, cette idée-là, justement, de fusionner son identité avec celle de l'entreprise, moi, je vois un lien avec le fascisme. L'individu qui est lié avec le parti, qui est lié avec le pays, est-ce que le PDG de ta compagnie devient ton leader, tu sais, ton leader suprême, comme dans un système fasciste? Il y a un lien inquiétant, tu sais, je suis encore en réflexion là-dessus pour faire du sens de tout ça, mais je pense qu'il y a une piste de réflexion là-dedans. Mais c'est une foi, comme tu dis, qui est transnationale, de la même façon que beaucoup des compagnies qu'on a mentionnées depuis tantôt sont transnationales. Oui. Fait que c'est ça, c'est un petit peu comme créer des nouvelles collectivités basées autour d'une recherche de profit collectif, mais qui profite à qui? Ouais. Elle profite au 1%, c'est ça. Elle profite à ces grosses compagnies-là, à ces gros actionnaires-là. Puis les gens qui rentrent dans cette culture-là, qui mettent ces heures-là, qui détruisent des fois leurs relations sociales, qui détruisent leur santé. Il y a des histoires justement de personnes qui prenaient 30, 40, 50 livres parce que il n'y avait plus le temps de bouger, point. Que ce soit même pas de s'entraîner, mais juste de prendre une marche, parce qu'ils travaillaient trop. J'ai une anecdote justement d'un stagiaire de Bank of America, une de leurs divisions qui était à Londres, qui est décédé en 2013 après avoir travaillé pendant 72 heures consécutives. Un stagiaire. 72 heures consécutives. Il devrait déjà pas faire 72 heures par semaine. Non. Puis là, il a fait ça, non seulement ça, mais d'affilée. C'est ça, parce que c'est une des plus grosses banques au monde. Il veut rester, il va avoir une job après, parce que on craint pour notre sécurité d'emploi, parce que c'est moins sécuritaire que ça l'était avant. Puis parce qu'on valorise ça, exactement. Puis tu sais, même à un autre niveau, il y a un premier ministre japonais au début des années 2000 qui est mort d'une crise cardiaque quand il était en fonction. Puis justement, ce qui est blâmé, c'était son horaire de travail qui faisait un nombre incalculable d'heures à chaque semaine. Donc, tu sais, on a un extrême d'un chef d'État à un stagiaire, mais qui montre à quel point ça peut être pernicieux, cette culture-là, du travail, puis toujours du travail. On est tous humains, hein? Oui. Au final, on est tous humains. Ça me rappelle aussi le stakhanovisme sous l'URSS. Or, le fait est que le stakhanovisme, pour mettre un peu... C'est ça, mettre un peu en contexte, le stakhanovisme sous l'URSS, c'était un concept selon lequel un individu devait fournir le plus d'énergie, devait déployer le plus d'énergie possible à travers son secteur d'activité pour amener une certaine forme de glorification de l'État, une glorification de la collectivité. Que là, j'ai l'impression qu'on a une espèce de stakhanovisme inversé, en sens qu'on va aller chercher une forme d'enrichissement personnel et le travailleur ne va retenir que ça, quand au final, qu'est-ce qui est véritablement valorisé, c'est la prospérité de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mm-hmm. C'est inquiétant de voir à quel point l'histoire peut se répéter tout en changeant. En même temps, en évoluant, ouais. C'est très très particulier. Mais encore une fois, je voudrais revenir plus sur le côté individuel. Mm-hmm. On a parlé un petit peu au début de la manière dont comment ils se démontrent sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils montrent véritablement? Est-ce qu'ils se montrent en train de travailler? Est-ce qu'ils montrent leurs résultats? Non, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'ils montrent, c'est qu'ils sont occupés.
c'est pas qu'ils sont productifs, c'est pas je viens de faire tel projet. C'est j'ai travaillé 80 heures cette semaine. Puis là-dessus, justement, j'ai une petite anecdote de mon lieu de travail au ministère des Affaires étrangères. J'étais à un événement de networking à un moment donné. Tout est dans tout. Ce que j'ai y faire, mais enfin, ça a quand même donné que je le fasse une couple de fois. Puis j'entendais du monde d'à peu près mon âge, pas des stagiaires, mais quand même dans un niveau d'entrée, disons, au ministère, puis tout ça, pas particulièrement haut placé dans la hiérarchie. Puis un et l'autre se vantaient de hey, j'aime vraiment ça, rester tard le soir, puis c'est là que je suis plus productif, puis j'aime ça faire des longues heures, puis rester toute la nuit, puis tout ça. Puis ils n'ont pas nommé de nombre d'heures, mais dire à quel point il était occupé, puis il était présent, puis que c'était ton le fun, qu'il aimait vraiment ça. J'ai jamais su c'était quoi le travail. J'ai jamais su si ça a donné un résultat productif, un résultat intéressant, si c'était quoi qu'il faisait, je le sais pas. Mais je le sais qu'il était resté toute la nuit, je sais pas combien de soirs de suite. Mais qu'est-ce que ça dit de leurs activités, ça? Ben, ce qu'on voit dans le fond, c'est... Tu sais, si tu travaillais vraiment pour faire quelque chose de productif, de brillant, de révolutionnaire, avec un vrai résultat concret et tangible, c'est de ça que tu te vanterais ces réseaux sociaux. C'est j'ai travaillé, puis ça a donné ça comme résultat. Fait qu'à quelque part, tu dois pas être en train de le faire si tu fais juste dire « j'ai travaillé 80 heures cette semaine ». Puis, tu sais, God bless, puis tout ça, j'aime ma job. Ou peut-être... j'essaie de relativiser, là, mais peut-être en fait que tu as le sentiment que tu le fais parce que tu participes à une machine qui, elle, apporte certains résultats. Ouais. Mais à quel point est-ce que la pierre que toi t'apportes à l'édifice est vraiment... significative. Puis c'est là un petit peu le questionnant. C'est peut-être que les gens sont rendus à un point où ils vont travailler en malade parce que là, ils ont l'impression que c'est significatif ce qu'ils font. Tandis que s'ils ne travailleraient pas en malade, ils verraient même pas le bout de ce qu'ils font réellement. T'sais. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est quand même fascinant de voir que la majorité du monde qui font ça en parle pas de ce côté-là que tu viens de nommer. Mais ils font juste nommer le nombre d'heures. Parce que justement, c'est ce qui est valorisé par cette culture-là. T'sais. Effectivement, mais peut-être qu'ils comprennent même pas la pierre qu'ils apportent à l'édifice. En fait, peut-être, c'est à travers les heures qu'ils vont chercher leur valorisation. Parce qu'il y a certains travails, des fois, qui sont tellement... qui t'embarquent tellement dans une routine ou dans certaines actions qui sont parfois... comment dire? Qui sont... futiles, exactement. Qu'au final... Toi, quand tu finis ta journée, tu te dis, bon, mais j'ai fait quoi aujourd'hui, tu sais? Ouais. C'est là qu'avoir fait des heures en malade, ben, peut-être que tu te valorises plus parce que, justement, là, t'as l'impression d'avoir travaillé, puis là, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose. Tandis qu'en réalité, la job peut être futile et pourrait être, malheureusement, remplaçable. Ouais, exactement. Ben, la question que ça soulève, c'est tout l'enjeu de la quête de sens. Comment tu te réalises dans la vie si ce n'est qu'en trouvant du sens à qu'est-ce que tu fais, à ta raison d'exister. Le fait de s'investir dans quelque chose qui nous dépasse, comme par exemple une église ou, dans ce cas-ci, une entreprise multinationale, tu vas tout le temps aller chercher quelque chose qui va t'imposer des défis, quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'investir et qui va te dépasser sur le plan personnel. Quel sens ces gens-là trouvent dans leur activité, dans leur occupation? C'est une des grandes questions, on veut pas. C'est que c'est l'idée, justement, comme je disais, de... Si tu te fais tout le temps dire que si t'aimes ce que tu fais, ça sera pas du travail, que... ça vient qu'à affecter justement tes valeurs puis tout ça, puis ta vision du monde. Puis ce monde-là, ils ont l'air de le voir comme ça, tu sais. Puis là, justement, c'est ça. Dans le fond, c'est le workaholisme qui devient vraiment une culture de... Si tu travailles beaucoup, tu vas aimer ta vie. Tu vas être content. Mais tu vois, c'est ça, justement, puis on a atteint la limite de cette réflexion-là assez rapidement. C'est pas une fin en soi, justement. La réflexion doit être poussée plus loin. Puis, justement, c'est que dans le fond, une façon de contrer ça, en fait, d'aller à l'encontre de ce discours-là, de cette culture-là, c'est de rappeler qu'on ne devrait pas être fier de faire 70-80 heures par semaine.
on devrait être un peu embarrassé par ça, parce que ça envoie plusieurs messages. Un des messages que ça envoie, c'est que tu n'es pas capable de faire ton travail dans un délai raisonnable. Un autre message que tu envoies, c'est que tu n'es pas capable de déléguer sinon, si tu avais vraiment toutes ces tâches-là à faire. Puis surtout, c'est que tu n'es pas capable d'avoir une balance, travail-famille, travail-vie, un équilibre travail-vie qui est convenable puis qui est respectable. On devrait pas braguer, se vanter de faire ça sur les réseaux sociaux, d'être resté 80 heures à la job cette semaine. Ben, dans les exemples les plus extrêmes qu'on a mentionnés précédemment, si l'entreprise prend en charge tous les aspects de ta vie, où est l'utilité d'aller chercher ce type d'équilibre-là? Les travailleurs à Suwon, en Corée du Sud, est-ce qu'ils se posent cette question-là sur le plan personnel? Est-ce que ces gens-là ont une vie privée? Est-ce qu'ils cherchent à la valoriser? La question reste ouverte. Oui. Et ce sont des enjeux qui, avec le développement actuel des technologies, sont soulevés abondamment. Et à l'intérieur de cette culture de l'ambition, on ne peut pas empêcher de voir un nouvel obstacle à cette notion-là de vie privée, de développement personnel. C'est particulier quand même parce que toutes ces entreprises-là émanent d'un courant très libéral. Oui. Puis leur position un peu dans le monde est défendue par les positions néolibérales qui sont surtout relatives à l'économie de manière générale, mais on voit à quel point le libéralisme est en train de se saper lui-même parce que d'une certaine façon, on prône une vision économique ultralibérale qui fait en sorte que ces gens-là sont rendus à travailler comme des fous pour propulser des entreprises, mais que l'entreprise en même temps est en train de leur saper un peu une partie de leur liberté individuelle. Ouais. Dans le fait qu'ils vont prendre en relais leur vie privée et qu'ils vont un peu l'internaliser. Ils vont internaliser la vie privée des individus à leur entreprise pour que les individus puissent rester là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment libre encore? C'est une excellente question. Puis justement, ça revient à l'idée de... Tu sais, c'est que justement, en développant un système de valeurs autour de ça, c'est à quel point dans ta vie tu remets en doute tes valeurs. À quelle fréquence tu le fais, si tu le fais dans ta vie. Donc, si jamais tu viens justement qu'à internaliser que ça, c'est la norme, je devrais être content de travailler autant. C'est la chose à faire pour réussir, pour être heureux. Ben, le seul moment que tu vas peut-être le remettre en doute, c'est quand ça te pète d'en face à un moment donné. Tu sais. Quand tu te rends compte que ces libertés que tu devais assumer, dont tu jouissais, par l'intermédiaire d'un effort individuel, ben tu viens de la perdre parce que cet effort-là, tu n'as plus à le faire. On le fait à ta place. C'est de l'abrutissement. C'est ça. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est quand on regarde des études qui ont été faites sur les workaholics, bourreau de travail en français, la traduction, mais je trouve qu'on perd un peu le côté du problème avec le mot valise lié avec l'alcoolisme. Mais enfin, ce que les études montrent, c'est que faire des longues heures, il vient un moment que tu n'augmentes plus ta productivité. Tu arrives à un point neutre, puis à un moment donné, même tu es en déclin. Puis en général, rendu à 50-55 heures, tu n'as aucun gain de productivité après ça. Fait que tu fasses 70 heures, tu n'auras pas un output plus important que la personne qui va en avoir fait 50. Il n'y a aucun gain là-dessus. Les entreprises ne devraient pas valoriser ça. Puis il y a plusieurs autres raisons pourquoi ils ne devraient pas valoriser ça. C'est que les workaholics ne sont pas des travailleurs efficaces, généralement, parce qu'ils mettent l'accent, justement, comme je disais, sur le fait d'être occupé puis pas d'être productif. Donc, là, ils ne vont pas focusser à la bonne place pour faire leur travail. Ils ont souvent de la difficulté à faire partie d'une équipe, à déléguer des tâches, à faire confiance à leurs collègues et vice-versa. Parce que les autres collègues ne veulent pas travailler avec cette personne. Oui, ça fonctionne dans les deux sens. Là. Exactement. Et ils vont prendre trop de tâches en même temps. Puis ce qui va nuire au final à l'entreprise. T'sais. L'entreprise va pas être plus productive à cause de ce monde-là. Ça va même avoir un effet inverse. Donc pourquoi les entreprises, pourquoi les CEO, les PDG viennent valoriser ça quand tu regardes les études, tu regardes les chiffres, puis ça devrait être l'inverse d'une certaine façon. T'sais. Puis on le voit par exemple en Suède ou à Stockholm, il y a certains employés municipaux qui ont commencé à faire du 4 jours semaine au lieu de 5, puis ils sont plus productifs qu'avant en faisant moins d'heures. Ce qui est totalement contraire à ce que prône cette culture-là. Exactement. Je
trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça rappelle toute la volatilité de la productivité. C'est pas parce que tu travailles intensément sur une très très longue période de manière ininterrompue que ta productivité elle va s'en trouver accrue. Le parallèle va peut-être être un petit peu boiteux, là c'est le littéraire en moi qui parle, mais lorsqu'un écrivain ou une écrivaine s'adonne à son activité, que ce soit à travers l'écriture d'un roman, d'un essai, de la poésie, du théâtre, peu importe, il y a toujours une espèce de superstrat qui le chapeaute, qui est celui de l'inspiration. L'inspiration, si tu n'as rien qui te vient pour écrire, ben, tu vas pouvoir écrire tout ce que tu veux. Ça ne veut pas nécessairement dire que qu'est-ce que tu vas écrire va être digne de mémoire ou va avoir une certaine qualité. C'est quelque chose qui est très, très, très personnel. Et pour faire un lien avec la question des valeurs personnelles que tu mentionnais un petit peu plus tôt, si tu ne remets pas en question quelles valeurs tu accordes à ton travail ou quelles valeurs tu accordes à toi-même, ben, tu n'arriveras jamais à avancer. Ce qui vient toucher un autre élément qui semble ressortir de ta description, c'est le fait que génération burn-out. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui partent en congé maladie, qui ont travaillé 80, 100 heures par semaine et qui finalement doivent quitter cette entreprise-là par déliquescence professionnelle. Ils se font remplacer. Exactement. Puis justement, je lisais l'anecdote. Le New York Times, c'est ça en fait qui m'a amené à faire ce sujet-là. C'est un excellent article du New York Times qui est sorti fin janvier, qui parlait de ce phénomène-là. Puis justement, le journaliste a interviewé des personnes qui vivaient comme ça. Puis il y en avait un qui était vraiment conscient justement du fait qu'il était remplaçable. Puis il disait, si demain matin je meurs d'une crise cardiaque ou je sais pas quoi à cause de ma job, à cause de mon style de vie, ben je sais très bien que mon bureau va être vidé, que les prix que j'ai reçus en acrylique un peu cheap, ils vont être d'un vidange, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Mais cette personne-là continue de vivre là-dedans, continue de vivre dans ce style-là. Il y a de quoi d'aliénant, tu sais. Il y a de quoi de déshumanisant, je trouve. On parlait un petit peu plus tôt de la quête de sens. Je peux pas m'empêcher de penser à un phénomène qui est un petit peu, j'ai l'impression, le contre-pied de qu'est-ce que tu nous décris. Est-ce que vous êtes familier avec le concept de crise du corps de vie? Un peu, ouais. Mais la crise du corps de vie, en fait, c'est un phénomène qui tend à être observé de plus en plus chez les gens de la génération burn-out, justement, de notre génération principale, les milléniaux, ça, 25-33 ans à l'heure actuelle. C'est un phénomène qui a été principalement soulevé à la suite de la publication d'une étude qu'a mené Olivier Robinson, qui est un professeur à l'Université Greenwich de Londres, et qui a identifié des phénomènes de doute, de déception et de pression permanente sur notre génération face à une espèce de perte de sens existentielle liée principalement à leur activité personnelle. Ces gens-là perçoivent une espèce de pression entre ce qu'il faut réaliser et ce qu'il faut faire pour être raisonnablement heureux. On parle de phénomènes, il y a des statistiques qui viennent l'appuyer. On estime que 69% des 25 à 33 ans traverseraient ou seraient susceptibles de traverser ce type de crise-là dans cette tranche d'âge-là. Et l'un des phénomènes qui vient expliquer celui-là, c'est l'accélération technologique de la vie que procure le rythme de vie effréné de nos vies au 21e siècle, mais la pression de l'extérieur qui émane, on l'a mentionné au début de l'émission, des crises économiques, la crise environnementale, les crises sociales et le manque de mobilisation. Et donc, je me posais la question, est-ce que le phénomène que tu me décris, le hustle... hustle culture. Le hustle culture, culture de l'ambition à l'extrême, est-ce que c'est une réponse, est-ce que ça pourrait être une réponse à cette crise-là ou au contraire, est-ce que ça cause? Ça serait une cause de cette crise-là? Ouais, c'est ça. C'est la réponse à la crise.
C'est triste, puis justement, parce qu'on l'a vu, on s'en est rendu compte vite. Il y a un non-sens un peu dans cette idée-là. Tu sais. Tout à fait. Donc, je pense pas que ça peut être une réponse à ça, tu sais, c'est une cause. C'est drôle parce qu'on nous enligne. Bon, moi, j'ai tendance souvent à revenir sur l'économique. Ouais, c'est parfait. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir. On est dans une culture qui est excessivement basée aujourd'hui. J'allais dire la culture occidentale, mais c'est rendu la culture mondiale sur l'idée de la croissance. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait au niveau économique, c'est pas pour survivre, c'est pas pour subvenir à nos besoins, c'est pour devenir plus gros, pour avoir des indicatifs. Tu sais, quand on compare deux pays ensemble, on va comparer leur croissance. Ouais. On va pas comparer comment ça fonctionne bien, on va comparer comment ils vont croître dans le futur. Ouais. Puis, croissance égale toujours plus. Fait que si on se compare avec quelqu'un d'autre, s'il y en a un qui croît plus que l'autre, ben il y en a un qui va baisser. Ouais. Puis, tu sais, il y a une couple d'années, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu au Québec ce qu'on a appelé le manifeste des lucides. Oui, le merveilleux Lucien Bouchard. Oui, entre autres, le mentor de notre cher premier ministre, qui disait que, dans le fond, les Québécois ne travaillaient pas assez. Oui, t'es pas assez productif. Ils n'étaient pas assez productifs. Comment t'augmentes ta croissance en étant plus productif. Exact. Fait que là, on est rendu dans un système où l'élite politique va venir dire « Ouais, on n'est pas assez productif ». Ils vont mettre le fardeau sur qui? Sur les citoyens qui sont les travailleurs aussi. Fait que c'est les travailleurs qui doivent être plus productifs parce que sinon quoi? Ben sinon, on va être plus pauvre, on va être moins bon que les autres provinces. Au Québec, c'est souvent quelque chose qu'on se fait un peu mettre dans la gorge, même si c'est un petit peu faux au final. Ouais. Mais c'est toute la culture qui nous entoure, qui nous enrobe, est en train de pousser à il faut que vous soyez plus productif. Il faut que vous apportiez de la croissance. Mm-hmm. Il ne faut pas que vous apportiez de la bouffe sur la table pour pouvoir subvenir à vos besoins. Il faut que vous apportiez de la croissance parce que c'est comme ça qu'on va être meilleur. Et cette croissance-là, tu parlais de croissance économique, mais ce paradigme de la croissance perpétuelle, on le retrouve dans un aspect de la vie sur lequel on capitalise de plus en plus, le bonheur. C'est rendu que maintenant, on évalue la performance de certains pays sur un espèce de PIB du bonheur. Mm-hmm. Et ce que je peux pas m'empêcher de penser à travers la description que tu nous fais de ce phénomène-là, Marc-André, que c'est la rencontre de ces deux univers-là, de productivité économique tant sur le plan entrepreneurial que personnel, et la production d'un bonheur qui doit croître au même rythme. Mm-hmm. Oui, puis on a beaucoup de difficultés à accepter des fois que le bonheur, c'est pas nécessairement un état qui perdure. Absolument. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on vit sur le moment. Puis ça veut pas dire nécessairement que tu vas être malheureux juste après, mais tu vas peut-être pas vivre ton bonheur aussi fortement ou aussi profondément. C'est jamais constant. Non. Exact. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère à accepter aujourd'hui, et particulièrement à l'ère des réseaux sociaux, je crois, où on a l'impression que tout le monde fait tellement de trucs, que tout le monde a tellement une vie active incroyable. Ça revient à cette personne-là a travaillé tant de temps, cette personne-là, cette personne-là a un travail, cette personne-là doit faire de l'argent, cette personne-là doit être heureuse, parce qu'on a aussi tendance à énormément assimiler argent et bonheur, ce qui est un peu quelque chose de fallacieux dans le monde capitaliste dans lequel on vit justement. Et ça fait qu'on a constamment l'image de si on était plus, on serait plus heureux. On serait bien, tu sais. Fait que moi, je vais travailler autant qu'eux autres parce que ces gens-là, ils ont de l'air heureux. Exactement. Puis là, justement, quand tu as une culture qui vient valoriser tout ça, qui vient dire de hey, wow, lui, il est toujours occupé, il travaille fort, il est tout le temps en train d'être là, il doit être heureux parce que justement, on vient faire le lien argent égale bonheur. Comme on fait de l'argent en travaillant. Donc, travail égale bonheur. Puis justement, c'est quand ce qui est fascinant, c'est quand il y a des entrevues qui se font avec des personnes sur leur lit de mort. Puis le regret qui revient le plus souvent, c'est « j'aurais dû travailler moins. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille et mes amis. » Mais là, on parle, c'était pas nécessairement du monde qui faisait du 80-100 heures semaine qui disait ça. Ça peut être du monde qui faisait un 40 heures normal, qui avait la même réflexion. Fait qu'imaginez, quand tu doubles ce nombre-là d'heures, puis toute ta vie est axée là-dessus,
moi, ce que je vois, c'est juste des regrets puis des remords qui vont venir d'un niveau qu'on n'a jamais vu avant. Là. Puis les gens pas productifs, des fois, sont un petit peu ostracisés aussi du monde, du monde du travail, du monde où il faut toujours être Occupé. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote, mais récemment, j'étais dans un pub et je me suis mis à parler avec un gars, en fait, qui soit être ambulancier dans le coin de Labelle, OK. dans le Laurentides. Mm-hmm. Et ça, c'est une région où il n'y a pas énormément d'habitants, donc quand tu es ambulancier, il ne se passe pas énormément de trucs. Mm-hmm. Puis quand tu es dans ces endroits-là, bien souvent, tu as moins d'heures, fait que souvent, accumuler ton ancienneté et tout, c'est plus difficile. Ouais. Fait que c'est plus difficile de monter les échelons aussi, éventuellement. Et cette personne-là me disait, tu sais, moi, je pourrais être à Montréal, là, puis je me ferais vraiment mieux payer là, si j'étais à Montréal. Puis, tu sais, sauf que moi, à être ici, qu'est-ce que je viens chercher, c'est que, ben, je peux aller faire du ski quand ça me tente, je peux aller faire du ski de fond, je peux aller faire du ski alpin, je peux aller faire de la raquette dans le bois l'hiver. L'été, je peux aller faire du vélo tranquille, je suis dans la nature, j'aime ça, je suis bien. Mais ça, c'est des trucs qui contribuent au bonheur. Ouais. C'est des choses qui contribuent à rendre quelqu'un bien, tu sais. Puis là, je parle du plein air, mais ça peut être absolument n'importe quoi d'autre dans la sphère privée. Ouais. Parce que on a une vie à vivre dans notre sphère privée aussi. On a une individualité aussi, à ne pas confondre avec l'individualisme. Et on est quelque chose en tant que personne, tu sais. Puis ça, souvent, ben, c'est éclipsé par le travail. Et les gens, aujourd'hui, qui délaissent le travail pour s'occuper plus de cette individualité-là, de ce qui, peut-être, les passionne en dehors de sphères productive, tu sais, comme par exemple aller observer des oiseaux, ben non, c'est pas productif, mais c'est le fun. Si t'aimes ça, c'est le fun. Okay, ça peut être productif si tu fais des études sur des oiseaux, mais si t'aimes juste ça, voir des oiseaux, ben ça va te rendre bien, ça va te rendre heureux, ça va te relaxer, tu sais. Sauf que ces gens-là, c'est un peu considéré comme étant des gens marginaux parce que comme ils vont prendre plus de temps pour eux autres, puis c'est pas vraiment des gens sérieux parce qu'ils rapportent pas autant d'argent sur la table que les autres en face. Tu sais. RBO avait fait un petit lien justement quand tu parlais de Lucien Bouchard et des Lucides. Un des bye-bye d'RBO il y a une dizaine d'années, il avait fait une parodie de Lucien Bouchard, puis la phrase qui m'est restée en tête depuis ce temps-là, c'est « Travaillez, travaillez, vous dormirez quand vous serez mort ». Ça résume exactement ça. On oublie aussi que ce qui est paradoxal, c'est que autant dans la culture de l'ambition à l'extrême que dans ce que tu viens de décrire, les activités qu'on fait pour soi-même, le geste, il vient de nous-mêmes. C'est une valorisation qu'on va chercher sur le plan individuel. Sauf que la différence, c'est que le bénéfice dans ce que tu viens de mentionner, Antoine, ben, il est individuel. Le bénéfice, il vient de et va vers la personne qui pose le geste. Dans la culture de cette ambition-là, faite religieuse, le bénéfice, il va tout le temps à ceux qui sont au-dessus, à ce qui dépasse l'individu. Mais en même temps, de prendre ce temps-là pour soi-même, faire quelque chose qu'on aime, ça fait qu'après ça, on est plus reposé quand on va au travail. Exactement. Donc, on va être plus productif, on va être plus alerte. Donc, même si on va aller dans la logique économique à fond, ça serait meilleur pour les entreprises, ça serait meilleur pour l'État, la société, d'avoir ce temps-là, puis de nous le donner, ce temps-là, puis de le valoriser, ce temps-là. Fait que je trouve qu'il y a une espèce de tirage dans le pied dans cette version-là extrême du capitalisme qui vient empiétrer sur l'individu d'une nouvelle façon, d'une manière psychologique, d'une manière d'un système de valeurs qui est même pas productif, qui est même pas pertinent au final. Ben, tu viens de le nommer, emprise psychologique du capitalisme. C'est ça que ça résume au final. C'est ça. Puis pour conclure, pour peut-être une pointe un peu plus d'optimisme, c'est on commence à voir, pas nécessairement là-dessus, mais d'une relation connexe et des manifestations d'employés, par exemple chez Google, sur des questions éthiques. Dans la foulée du MeToo, il y a des employés de chez Google qui sont sortis en masse, on parle de milliers d'employés, qui ont protesté devant l'entreprise parce qu'ils trouvaient que les actions qu'ils prenaient pour répondre à ça n'étaient pas assez fortes. Même chose pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire.
il y a des employés qui étaient contre ça, puis ça a fait que Google, finalement, a pas pris un contrat de l'armée américaine qui aurait fait justement que l'intelligence artificielle aurait été utilisée pour tuer des gens. Oui. Donc, on voit qu'il semble avoir une limite pour des questions éthiques où les employés vont faire « moi, j'embarque pas ». Peut-être que ça va se transmettre éventuellement face à cette culture-là, de manière plus générale, de dire « c'est assez de faire 80 heures ». Est-ce qu'on va assister à ce type de mobilisation-là au cœur de cet enjeu-là? Je pense, je suis peut-être optimiste, mais je pense que ça va peut-être arriver à un moment donné. Puis je vais terminer avec une dernière anecdote. Il y a l'ancienne PDG de Yahoo qui s'appelle Marissa Mayer qui avait fait une entrevue quand elle est arrivée, un peu après qu'elle soit arrivée dans la compagnie comme PDG. Puis elle se vantait de travailler 130 heures par semaine. Puis son moyen d'arriver à ça, c'était de planifier ses pauses pour aller à la salle de bain puis des trucs du genre. On se rappelle qu'il y a 168 heures dans une semaine. Ouais, c'est ça. Donc 38 heures pour faire d'autres choses, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, le backlash va arriver puis ça va faire OK, ça n'a pas d'esti de bon sens là. Tu vas planifier tes breaks pour aller à la salle de bain puis faire pipi là. Elle n'a pas une famille, elle? Elle a une famille, 1 ou 2 enfants, elle a un mari puis tout ça. C'est-tu vraiment une vie qu'on veut? Ça n'engage que moi, mais je pense qu'elle ment. Ah, ben j'espère rendu là qu'elle ment, mais c'est triste en même temps parce que ça fait la promotion de ça. Exactement. Mais tu sais, je pense comme, en tout cas, je suis optimiste qu'il y a peut-être un backlash qui va arriver à un moment donné. Puis au Québec, je pense qu'on est chanceux, on a moins cette culture-là, mais bon, on se fait toujours influencer par ce qui se passe aux États-Unis. Fait que, on n'est pas à l'abri non plus. T'sais. C'est bien qu'on entende de plus en plus parler de conciliation travail-famille. Oui. Ouais, vraiment. Oui. Effectivement. Puis ça serait le fun que la conciliation se fasse pas sur les lieux du travail. Ouais, puis oui, c'est ça. Puis personnellement, je pense qu'on devrait changer le terme pour mettre la famille avant le travail. Ouais. Ben, Marc-André, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous démystifier ce phénomène-là aussi fascinant qu'inquiétant. Ouais, ben merci à vous pour la discussion. Fort intéressant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Antoine, d'être revenu nous apporter tes lumières cette semaine. Ça fait un plaisir de t'accueillir. Ben, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Toujours le bienvenu. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que l'émission On Jase Là est disponible sur Podbean, Google Play, Spotify, YouTube et Apple Podcast. Sur Apple Podcast, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à nous donner un petit 5 étoiles ainsi que des commentaires. Ça nous permet de déjouer tous les algorithmes de Apple. Et bien écoutez, il ne me reste plus que le temps de vous remercier d'avoir écouté l'émission et de vous redonner rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. Travaillez pas trop, là. Ouais, non, exactement, là. À la prochaine! Bye!